Les Army Games, organisés chaque année par le président russe Vladimir Poutine depuis sa première invasion de l'Ukraine en 2014, ressemblent à une véritable démonstration de force. Приветствую вас на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Международных армейских игр. Tir de char, biathlon, course d'obstacles, relais, épreuves de déminage et même concours de danse. Pour cette édition d'août 2022 organisée au Venezuela, en pleine guerre en Ukraine, le président russe a réussi à rassembler 34 pays amis, quasiment tous sous sanctions internationales. И, конечно, вновь подчеркну, сам формат армейских игр вносит свой немалый вклад в развитие международного сотрудничества, в укрепление конструктивных партнерских связей, в интересах обеспечения безопасности наших стран, Евразийского континента и всего мира. Коллективного ответа на реальные, а не вымышленные угрозы стабильности на планете. Ces jeux militaires sont surtout l'occasion pour Vladimir Poutine, à ce moment-là, de montrer que son pays n'est pas seul et qu'il peut compter sur de puissants alliés, au premier rang desquels la Chine et l'Iran, qui se sont révélés quelques mois auparavant comme ses deux plus fidèles soutiens dans une guerre cette fois bien réelle. La relation entre la Chine, la Russie et l'Iran repose sur une coopération étroite. Nous devons être unis, maintenir la cohésion pour contrer la domination occidentale, car un pays tout seul est trop faible pour faire face à l'hégémonie. Le 24 février 2022, le monde se réveille au son des chenilles russes, franchissant les plaines boueuses qui séparent la Russie de l'Ukraine. En déclenchant l'invasion, Vladimir Poutine a acté le retour de la guerre sur le continent européen. Для нашей страны это в итоге вопрос жизни и смерти. Une guerre est menée contre nous et nous sommes obligés de réagir. C'est l'Occident que nous combattons sur le territoire de l'Ukraine. Plutôt, l'Occident se bat contre nous. Les Ukrainiens sont un peuple malheureux, trompés et transformés en chair à canon. Nous sommes désolés pour eux. Mais nous ne combattons pas l'Ukraine. Nous combattons l'OTAN et l'Occident. Et nous gagnerons. Depuis son arrivée au pouvoir en 2000, Vladimir Poutine s'est fixé l'objectif de redonner à la Russie son statut de grande puissance mondiale. La Russie ne peut pas être la Russie lorsqu'elle est confinée à ses propres frontières politiques. Elle doit avoir le contrôle territorial sur ce qu'elle considère comme les terres légitimes et historiques de son empire. La Russie pense qu'il est normal d'envahir un autre pays européen et qu'il est normal de contrecarrer les projets d'avenir du peuple ukrainien. Nous n'avons pas vu cela depuis de très très nombreuses années en Europe. Vladimir Poutine justifie son offensive par le rapprochement de ses frontières des bases militaires de l'OTAN, l'alliance de défense mutuelle États-Unis-Europe créée après la Seconde Guerre mondiale. Уже сейчас, по мере расширения НАТО на восток, ситуация для нашей страны с каждым годом становится все хуже и опаснее. Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Vladimir Poutine me demande de passer un papier, un crayon, et il me montre là où sont les missiles américains en Europe. Et il dit, vous voyez ces missiles-là, s'ils sont installés là, c'est forcément pour nous encercler, pour nous impressionner et nous menacer. Donc se mettre toujours dans la position de la victime et de l'agressé, pas de l'agresseur. On nous a menti pendant très longtemps en nous disant que l'expansion de l'OTAN ne nous menaçait pas, que les pays qui rejoignaient l'OTAN
seraient plus amicaux. Nous en avons assez d'entendre ces mensonges. Nous disons maintenant tout ce que nous pensons. L'OTAN est une alliance d'agresseurs. Aujourd'hui, nous ne faisons que punir une organisation de voyous en l'empêchant d'étendre sa zone de contrôle. On dit parfois que, à force de s'étendre, l'Alliance Atlantique, l'OTAN, aurait provoqué Vladimir Poutine. Sauf que ce n'est pas l'OTAN qui s'est étendue, ce sont les pays de l'ex-Union soviétique qui se sont rapprochés de l'Occident. C'est l'Ukraine qui a littéralement largué les amarres et a souhaité se rapprocher de l'Europe. Et donc, ce n'est pas l'OTAN qui va vers l'Est, c'est beaucoup plus l'Ukraine qui va vers l'Ouest. Pour bien comprendre la guerre en Ukraine, il faut avoir à l'esprit le fait que le Kremlin était convaincu de remporter une victoire décisive en 72 heures. L'objectif n'était pas tant d'envahir le pays que de chasser le gouvernement en place pour le remplacer par un gouvernement favorable au Kremlin, avec des parachutistes qui avaient pour mission de chasser ou d'emprisonner ou d'éliminer le gouvernement en place. Le 2 mars 2022, 52 pays sur 193 ne condamnent pas l'agression russe lors du vote de l'ONU. Un silence assourdissant qui rebat les cartes des forces en présence. Parmi eux l'Iran et surtout la Chine, dont les Occidentaux attendaient une condamnation claire. Aber ich muss offen sagen, dass ich mich frage, warum die chinesische Positionierung bisher nicht die Aufforderung an den Aggressor Russlands beinhaltet, den Krieg zu stoppen. La réaction de la Chine à la guerre, ça a été aussi d'essayer de mettre en place un troisième front. Et ça on l'a observé dès les premières semaines de la guerre avec de nombreux déplacements de Xi Jinping, du ministre des Affaires étrangères, notamment en Afrique, pour convaincre un certain nombre d'États de ne pas voter la condamnation et les sanctions contre la Russie à l'Assemblée générale de l'ONU. Dès le début de la guerre d'agression russe menée en Ukraine, l'Iran soit s'abstient, soit vote contre des sanctions ou des condamnations contre la Russie décidées au niveau de l'ONU. Et puis, petit à petit, notamment au tournant de l'été 2022, ce soutien prend une dimension plus militaire. Le 18 juin 2022, l'imposant avion présidentiel russe atterrit à l'aéroport de Téhéran. C'est la première grande visite à l'étranger de Vladimir Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine. Sa poignée de main chaleureuse avec le guide suprême Khamenei, sous le regard du président iranien, l'ultra-conservateur Raïssi, dit toute l'importance du soutien de l'Iran à la Russie. در صورتی ممکنه که ریشه بحران شناخته بشه. ریشه بحران در اوکراین La Russie voulait démontrer qu'elle n'était pas seule. C'était à un moment où l'Occident essayait vraiment d'isoler la Russie, de faire pression sur elle, de créer une coalition internationale contre elle. Il était donc important, je pense, pour Poutine, de démontrer qu'il y avait encore des pays qui étaient prêts à collaborer avec lui. Pour lui, l'Iran était un pari facile et sans risque, car il savait que Téhéran serait un partenaire volontaire. Poutine pourrait afficher leur bonne relation de travail. Et puis, il comptait obtenir certaines choses de l'Iran. Il recherchait des armes conventionnelles. Il avait besoin d'aide et il l'a obtenue. Lorsque Poutine avait désespérément besoin de soutien militaire, et en particulier de drones bon marché, le pays vers lequel il pouvait se tourner était l'Iran. Et les Iraniens en tireraient eux aussi profit. L'Iran aurait même envoyé des militaires iraniens, donc des gardiens de la révolution, en Crimée et en Russie pour former les militaires russes à l'emploi de ces drones. Et là aussi, ce serait la première fois que l'Iran envoie des militaires iraniens en dehors de sa zone d'influence habituelle, qu'est le Moyen-Orient. L'Iran a donc clairement choisi son camp.
Mais le principal soutien pour le régime russe se situe de l'autre côté de sa frontière orientale, du côté de la Chine de Xi Jinping que Vladimir Poutine vient rencontrer 3 semaines à peine avant d'engager son offensive en Ukraine. Ces pays ex-Union soviétique, ils n'ont pas le statut d'un pays souverain. Bien sûr, la Chine ne se satisfait pas de la situation de guerre, mais elle refuse de parler de guerre, parfois reprenant même le terme russe d'opération, voire d'opération militaire spéciale, d'intervention, parce que dans la construction de la politique étrangère chinoise, l'Occident et les États-Unis sont in fine toujours les fauteurs de troubles. Les Chinois agissent donc avec prudence, mais il ne fait aucun doute que leur intérêt stratégique est que le système russe perdure. Ils souhaitent une stabilité en Russie, et cela signifie pour eux que Poutine reste au pouvoir. Vladimir Poutine est en visite à Pékin pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver. Mais dans les coulisses de l'inauguration, le président russe vient surtout chercher l'appui de son homologue chinois Xi Jinping et sceller un partenariat historique. Un pacte d'amitié sans limite et sans précédent, dans lequel les deux dirigeants affirment leur vision du monde et leurs objectifs communs. Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются действительно поступательно, в духе дружбы, стратегического партнерства. Они приобрели действительно беспрецедентный характер и являются примером достойных отношений. Nous savons que nous pouvons compter pleinement sur la Chine. Mais aussi et surtout, nous essayons de forger ensemble un monde plus égalitaire, de rendre le monde beaucoup plus stable et juste. Dans leur déclaration commune de 20 pages, les deux dirigeants exposent les piliers de ce nouveau monde et surtout la bataille collective qu'ils doivent mener contre l'Occident. En donnant leur propre définition des droits de l'homme et de la démocratie, et en s'arrogeant chacun des zones d'influence sur lesquelles ils s'octroient des droits historiques. Ils remettent en cause les principes fondamentaux du droit international qui faisaient l'unanimité après la Seconde Guerre mondiale pour préserver la paix. Ce droit dit universel, inscrit dans la Charte des Nations Unies de 1945 et sa Déclaration des droits de l'homme. Dans leur déclaration conjointe, les premiers paragraphes s'attaquent directement à l'universalisme, en redéfinissant cette notion des droits de l'homme, en disant que les droits de l'homme, finalement, c'est une notion qui a été créée et imposée par les Occidentaux, et que ces deux pays sont totalement légitimes pour promouvoir leur propre approche des droits de l'homme. Et alors, bien sûr, ça pose un problème, parce que quand des pays autoritaires qui violent les droits de l'homme se positionnent en défenseurs des droits de l'homme, bien sûr, ça crée une confusion qui, si elle n'est pas clarifiée, peut embrouiller, si je puis dire, certains pays. Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont rencontrés plus souvent que n'importe quel autre dirigeant au cours des 10 dernières années. Mais en annonçant un partenariat sans limite, les deux hommes ont clairement indiqué qu'ils étaient là pour gagner. C'est une alliance où maintenant, un grand pays, la Chine, économiquement deuxième du monde, et la Russie, grande puissance militaire, peuvent, avec d'autres, changer l'équilibre du monde, à condition d'être alliés. C'est là que le troisième partenaire arrive. Il faut toujours, dans une alliance, qu'il y ait un partenaire qui vient faire ce que les autres ne peuvent pas faire officiellement. C'est l'Iran. La guerre en Ukraine est une clarification inédite des liens qui unissent l'Iran, la Chine et la Russie.
Elle va mettre au jour une alliance économique parallèle au centre de laquelle se trouve le régime iranien et ses flottes fantômes. Une collaboration particulièrement utile pour contourner les sanctions internationales qui frappent l'économie russe. L'Iran est sous sanctions américaines depuis plusieurs décennies, occidentales à cause de son programme nucléaire illégal depuis très longtemps aussi. La Russie a à ce moment-là besoin de savoir comment contourner ces sanctions qui sont en train de lui tomber dessus. L'Iran a envoyé des conseillers en Russie pour expliquer au régime russe comment ils ont fait pour gérer les sanctions au cours des 30 ou 40 dernières années et pour aider les Russes à contourner les sanctions, car l'Iran est désormais un spécialiste en la matière. Le marché parallèle existe malgré les sanctions américaines. Le marché pétrolier, par exemple, n'est pas un marché très contrôlable et nous l'avons utilisé pour vendre notre pétrole. L'idée, c'est de construire des flottes, par exemple 100% russes, qui n'ont absolument aucun lien avec n'importe quelle entreprise occidentale, donc pas de compagnie d'assurance, pas de compagnie de transport maritime, vraiment aucun lien. La devise qui est employée pour faire tout ce commerce ne peut pas être une devise occidentale. Bien sûr, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Oui, en Russie, il existe ce qu'on appelle une flotte de pétroliers fantômes. Nous les avons rachetés partout dans le monde, pendant que vous faisiez des bêtises en essayant de bloquer la Russie. Oui, nous avons environ 600 tankers qui peuvent transporter nos produits pétroliers vers n'importe quel point de la planète. Le système de flotte fantôme, inspiré par le régime iranien, permet à la Russie d'exporter son pétrole à un prix plus bas, mais sans laisser de traces. Nous vendons du pétrole à l'Union européenne en ce moment. Maintenant, notre pétrole est à vos stations-service et nous gagnons de l'argent. On vend ce pétrole plus cher que le plafond établi par les idiots des pays occidentaux. Nous transbordons le pétrole la nuit, nous le transbordons à certains endroits, sur vos pétroliers, y compris les pétroliers français, vos pétroliers français. Au moins une vingtaine de navires utilisés par les Iraniens servent aujourd'hui à l'exportation illicite de pétrole russe. Et le premier acheteur n'est autre que la Chine, dont le volume de commandes à la Russie ne cesse d'augmenter jusqu'à atteindre une hausse de 40% en 2023. Les Américains et les Européens pensent que les sanctions économiques peuvent détruire leur adversaire. Mais ils se trompent. Ils surévaluent leurs capacités. Et en plus, d'un point de vue historique, les sanctions n'ont jamais fonctionné. Les sanctions ne servent à rien. Les économies de la Russie et de la Chine sont très complémentaires. La Chine a besoin d'une grande quantité d'énergie et d'autres matières premières, tandis que la Russie a besoin d'une grande quantité de produits manufacturés chinois. Grâce à ces méthodes de contournement, l'économie russe a résisté à l'effondrement et continue à soutenir son effort de guerre. Fort de ce succès, la Russie, l'Iran et la Chine tentent d'organiser une coopération économique globale, indépendante du système occidental auquel ils ne veulent plus rendre aucun compte. À Samarcande, en Ouzbékistan, le 15 septembre 2022, 7 mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, le triangle Chine-Russie-Iran sort de l'ombre lors du sommet annuel de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS. Ce sommet anti-occidental a été créé en 2001 par la Chine et la Russie pour concurrencer les institutions internationales existantes. Xi Jinping et Vladimir Poutine renforcent leur entente en présence de nouveaux alliés. Ils viennent de décider d'intégrer un partenaire stratégique du Moyen-Orient, l'Iran. بدون تردید یک جانبه‌گرایی امریکا به دنبال عقب نگه داشتن کشورها از مسیر توسعه مستقل خود است.
L'un des principaux enjeux ici est d'organiser des coalitions avec les pays du sommet, mais aussi avec d'autres qui seraient prêts à jouer avec des règles différentes de celles fixées par les États-Unis. Au niveau géopolitique, l'Iran est le pays le plus important du Moyen-Orient. Il entretient des liens étroits avec la Russie et la Chine en matière de diplomatie et de sécurité. Les trois parties unissent leurs forces. En effet, un pays tout seul est trop faible pour contrer l'hégémonie américaine. Ce que les Iraniens, les Russes et les Chinois essaient de faire en consolidant leurs relations et en se présentant au reste du monde comme un modèle alternatif, c'est aussi de mettre en place de nouvelles institutions internationales. Les pays réunis autour de Xi Jinping et de Vladimir Poutine vont sceller un nouveau pacte contre l'Occident, dans lequel ils dévoilent les bases de leur propre système de droit international. Une revanche sur le monde après plus de 30 ans de domination américaine et occidentale. Il est conçu spécifiquement pour garantir un endroit sûr aux dictateurs. Un environnement dans lequel personne ne viendra se mêler de ses affaires internes. À l'avenir, le sommet de Shanghai sera peut-être de plus en plus axé sur la défense. On ne peut pas l'exclure. Dans un média chinois, contrôlé par le Parti communiste, cette adhésion surprise de l'Iran au sommet de Shanghai est célébrée. Un nouveau concept apparaît. Un triangle de fer entre la Chine, la Russie et l'Iran est en train de se former. Et on sait que le triangle est la forme la plus stable et indestructible. Cela va faire souffler un vent nouveau dans le monde entier. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays autoritaires ne craignent plus d'affirmer clairement leur vision du monde et leurs ambitions. Jamais les régimes chinois, russes et iraniens n'ont été aussi alignés contre un ennemi commun, l'Occident. Pour comprendre les enjeux de ces partenariats inédits, il faut revenir en arrière et questionner la genèse de leur rapprochement. Chacun des pays de ce nouvel axe cultive dans son récit national un événement fondateur sur lequel reposerait sa justification de la détestation de l'Occident. Pour le régime iranien, l'origine de la haine anti-américaine remonte à un événement bien précis. Au XIXe siècle, l'Empire perse, vaincu par les Russes et les Britanniques, est partagé entre les puissances occidentales. Après la décolonisation, la Perse devient la monarchie d'Iran en 1935, dirigée par le Shah, mais le pays reste sous emprise économique de l'Occident. L'Iran devient même le principal pilier de la politique américaine au Moyen-Orient. Et en 1953, quand le premier ministre iranien Mossadegh veut nationaliser les puits de pétrole iraniens, la CIA, qui craint la mainmise soviétique, organise un coup d'État pour le renverser. C'est un tournant pour la vision qu'avaient les Iraniens des États-Unis. Après cet événement, le slogan « Mort à l'Amérique » s'est répandu et les conseillers militaires américains présents en Iran sont devenus des personnages détestés. Cette hostilité a augmenté avec le soutien des États-Unis au Shah d'Iran. Un processus révolutionnaire a débuté à partir de 1963 et a abouti à la révolution de 1979. Durant cette période, les États-Unis étaient le principal soutien du régime du Shah Pahlavi. Les gens avaient le sentiment que les États-Unis s'opposaient à la volonté du peuple. C'est vraiment en fait sur cette dimension anti-américaine, donc le fameux grand Satan, et puis le petit Satan qui est Israël, donc qui est la représentation, presque la projection des États-Unis au Moyen-Orient, que s'est construit tout le régime iranien depuis, toute la politique étrangère et iranienne aussi.
Et donc la révolution islamique en 1979, elle a été vraiment construite comme un mouvement anti-impérialiste, anti-américain, anti-occidental, pour essayer en quelque sorte de purifier l'Iran de la pollution occidentale. L'ayatollah Khomeini s'affirme comme descendant du prophète et réussit à organiser depuis son exil en France une révolution islamique pour renverser le Shah d'Iran, qu'il considère trop proche des États-Unis. Accueilli comme un libérateur en 1979, l'ayatollah Khomeini installe une dictature religieuse. La diabolisation de l'Occident devient ferment d'unité. Il inscrit en tête des principes fondateurs de la République islamique l'opposition aux États-Unis qualifiés de grand Satan et l'élimination de son allié au Moyen-Orient, Israël. À la mort de Khomeini en 1989, c'est l'ayatollah Khamenei qui lui succède. Depuis, il porte son héritage, redonner à l'Iran la grandeur perdue de l'Empire perse et exporter la révolution islamique dans la zone d'influence de l'Iran. La priorité de Khamenei est donc la préservation du système islamique, la révolution islamique en Iran. Et pour cela, il mène des actions agressives contre les pays voisins. Khamenei développe un axe de résistance à Israël et aux États-Unis en finançant des milices guerrières en Irak, en Syrie et aux groupes terroristes comme le Hezbollah au Liban, le Hamas ou le Djihad islamique en territoire palestinien, ou encore les Houthis au Yémen. Une zone d'influence très active aux ordres de Téhéran. Pour le régime chinois, ce sont les guerres de l'opium menées par les Britanniques contre l'Empire de Chine au milieu du XIXe siècle qui constituent la plus grande humiliation et le symbole de la domination occidentale. Les crimes que l'Occident a commis contre la Chine, on n'a même pas besoin d'en parler. En 1840, on nous a infligé les guerres de l'opium. Comment peut-on imaginer aujourd'hui qu'un pays européen ait utilisé la force pour imposer la vente d'opium à la Chine? Après avoir mis les Chinois sous dépendance de l'opium, des traités qualifiés d'inégaux permettent aux flottes américaines, japonaises et européennes de naviguer en plein cœur de la Chine sur le Yangtze-Kiang et de profiter des ports de commerce chinois. Il y a eu une colonisation et des comportements inacceptables de la part de puissances occidentales dans l'histoire, sans penser qu'il faille aujourd'hui encore les mettre en exergue comme explication centrale dans la manière dont ces pays fonctionnent. Donc ce récit de l'humiliation, il est très confortable intellectuellement parce qu'il permet d'expliquer puis de justifier des comportements eux-mêmes agressifs. Autrement dit, c'est pas de notre faute, on ne fait que prendre notre revanche. Quand Mao prend le pouvoir en 1949, il fixe au Parti communiste chinois l'objectif de sauvegarder la révolution communiste et de rétablir l'unité du territoire. Mettre au pas le Tibet et le Xinjiang, reprendre coûte que coûte le contrôle des territoires perdus, comme Hong Kong resté sous protectorat britannique, et l'île de Taïwan, qui a fait sécession avec la Chine communiste. Enfin, retrouver sa zone d'influence maritime en mer de Chine du Sud. C'est cet héritage que porte Xi Jinping depuis qu'il a pris le pouvoir en 2012. Après avoir soumis les Ouïghours et anéanti les démocrates de Hong Kong, il s'arroge, au mépris du droit international, une souveraineté historique sur la mer de Chine du Sud. Et il prépare avec son armée le plan de récupération de Taïwan. Auparavant, nous étions faibles et les pays occidentaux nous intimidaient. Mais maintenant que nous sommes devenus riches et puissants, nous ne leur permettrons pas de nous envahir. Nous ne leur permettrons pas de diviser notre pays comme avec Taïwan.
Si pour l'Iran et la Chine, les humiliations de la colonisation sont transmises en héritage aux dirigeants actuels comme leitmotiv anti-occidental, pour le régime russe, l'humiliation est plus récente. Elle est même vécue de l'intérieur par Vladimir Poutine lui-même, alors en poste au KGB en Allemagne de l'Est. Il assiste en direct à la fin de la guerre froide entre le régime communiste russe et le régime libéral américain et à l'effondrement du bloc soviétique. De 1989 à 1991, sous l'impulsion des réformes démocratiques menées par Gorbatchev, les pays du bloc communiste sous influence soviétique, comme l'Allemagne de l'Est, reprennent leur liberté. L'URSS, l'Union des républiques soviétiques socialistes, se dissout. 14 républiques soviétiques, comme l'Ukraine, proclament leur indépendance. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Poutine vit cela comme un choc identitaire. Il ressent, il comprend que le peuple russe le vit comme une profonde humiliation, une profonde frustration. Il arrive donc au pouvoir en promettant de restaurer la grandeur de la Russie et sa stabilité. Il veut redonner à la Russie son identité de grande puissance militaire. C'est pourquoi il entreprend toutes ces tâches très rapidement après l'année 2000. Mais à ce moment-là, Vladimir Poutine hésite encore entre deux modèles. À l'image de la Russie, à cheval entre le continent asiatique et le continent européen, et tiraillé par ce dilemme éternel qui déchire les élites russes depuis des siècles, avec ou sans l'Occident. Un dilemme qui oppose depuis la fin du XIXe siècle les occidentalistes, qui veulent rendre la Russie plus forte en se tournant vers l'Europe, et les slavophiles, qui prônent une confrontation civilisationnelle avec l'Occident, accusés de propager capitalisme et décadence. Avec la fin de l'Empire des Tsars et la révolution bolchevique de 1917, les communistes posent les bases d'un modèle collectiviste où l'Occident capitaliste est déjà l'ennemi numéro un. Un modèle que Staline va faire perdurer après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il se retrouve grand vainqueur aux côtés des États-Unis. Les deux modèles vont alors s'affronter pour la domination mondiale à travers la guerre froide. C'est cet héritage que porte Vladimir Poutine. Chaque néo-empire a son histoire d'humiliation qui se base souvent sur des faits réels, mais qui est constamment exagérée, mythifiée, instrumentalisée et parfois même réécrite pour emmener les peuples concernés vers la confrontation avec l'Occident. En instrumentalisant leur passé de la même façon et contre l'hégémonie américaine, la Chine, la Russie et l'Iran ont construit parallèlement une idéologie commune basée sur le nationalisme, la revanche et l'impérialisme. Une idéologie qui va peu à peu les rapprocher et pousser la Russie et l'Iran à opérer un grand tournant vers l'Est. Direction la Chine. Après la chute de l'URSS, alors que l'ayatollah Khamenei vient d'arriver au pouvoir, le régime chinois balaye les revendications démocratiques avec le massacre des manifestants de la place Tiananmen. Les régimes autoritaires sont terrorisés par le vent de liberté qui souffle sur ce nouveau monde libéral dominé par les États-Unis. On s'est soudainement retrouvé dans un monde où il ne restait plus qu'une seule superpuissance, les États-Unis. Et cette superpuissance est devenue le gendarme du monde. Et cette superpuissance est devenue le seul pays capable de défendre ses intérêts, de promouvoir ses valeurs. D'ailleurs, ces valeurs étaient perçues par beaucoup d'Occidentaux comme des valeurs dont le reste du monde devait s'inspirer. Cette domination américaine sur le monde est symbolisée en Europe par la présence de l'OTAN, l'alliance de défense mutuelle signée en 1949 pour contrer l'expansion soviétique. Dès 1996,
le régime chinois craint que le mouvement démocratique ne le contamine. De son côté, le régime russe craint l'élargissement de l'OTAN. Ils enterrent tous deux leur conflit passé pour faire front commun contre l'influence occidentale et lancent une contre-offensive baptisée Groupe de Shanghai. Dans l'indifférence occidentale la plus totale, la Chine et la Russie posent alors les bases d'une coopération dont personne ne peut alors imaginer les répercussions. Nous avons compris qu'un nouveau centre du monde allait apparaître et que nous devions nous organiser. Le groupe de Shanghai n'était pas anti-occidental à l'époque, il était pro-oriental. Nous avons lentement progressé vers la création d'un système alternatif à l'Occident. Pas contre l'Occident au début, mais lorsqu'il a commencé à mener des politiques de plus en plus hostiles, le groupe de Shanghai s'est avéré être de facto contre. Ces pays ont des difficultés économiques à cause de l'Occident. Ils ont des difficultés politiques à cause de l'Occident. Et donc, ils se définissent systématiquement en opposition à l'Occident et à ses valeurs. Les États-Unis, au fait de leur puissance, ne peuvent alors s'imaginer un alignement entre pays hostiles à leur hégémonie. En juin 1997, le sénateur Joe Biden, de retour d'un voyage à Moscou pour rassurer la Russie sur l'élargissement de l'OTAN, balaye d'un revers de main les risques d'un rapprochement de la Russie avec la Chine. They talked about they don't want this NATO expansion, they know it's not in their security interests and said, well, and if you do that, we may have to look to China. And I couldn't help using the colloquial expression from my state by saying to Zhuganov, lots of luck in your senior year. Good luck. And if that doesn't work, try Iran. I'm serious. I said that to them, and these were, and they know, I knew, they knew, everybody knows that is not an option. Cette idée d'un rapprochement entre la Chine, la Russie et l'Iran est pourtant prise très au sérieux par le conseiller politique américain Zbigniew Brzezinski. Il avertit le pouvoir américain dès 1997 de l'écueil géopolitique qu'il pourrait commettre. Le pire des scénarios serait une grande coalition de la Chine, la Russie et peut-être l'Iran, unis par une détestation commune des États-Unis. En 2001, la Chine et la Russie franchissent le pas et transforment le groupe informel de Shanghai en une véritable organisation internationale. L'Organisation de coopération de Shanghai, un forum pour les pays du continent eurasiatique qui n'adhèrent pas à la vision américaine du monde. Vladimir Poutine, fraîchement élu, y adhère aussitôt. De son côté, l'Iran décide aussi de se tourner vers la Chine. Khamenei propose à son homologue chinois de constituer un axe anti-occidental avec la Russie et tente d'entrer dans l'organisation de Shanghai. Mais il est devenu infréquentable. Le fait que l'Iran développe un programme nucléaire en fait un paria aux yeux de la communauté internationale. En effet, pour les Occidentaux, c'était ce programme nucléaire qui constituait le danger numéro 1 de la part de l'Iran. Pour un temps, un dialogue constructif paraît possible. Les Américains et les Iraniens coopèrent sur le nucléaire. Mais le poids du passé s'avère trop lourd. Et avec les attentats du 11 septembre, le président George Bush désigne l'Iran comme membre de l'Axe du Mal, aux côtés de la Corée du Nord et de l'Irak. Les Américains font alors de l'Iran un pays paria, exclu du système international. Et donc c'est à ce moment-là que l'Iran s'est dit qu'il était temps en fait de se tourner vers d'autres partenaires, donc par exemple l'Asie centrale, la Russie, la Chine, avec du coup l'établissement en fait de concepts stratégiques communs, et cette idée d'un triangle stratégique entre l'Iran, la Russie et la Chine. La Russie et l'Iran regardent la Chine comme le nouveau centre du monde. Le régime communiste chinois engage une ascension surprenante, à l'abri des regards. La Chine attendait son heure en dissimulant ses capacités. Elle ne prenait aucune responsabilité au niveau international, mais elle montait en puissance et continuait à se développer. Et pour y parvenir, elle a renforcé son économie et développé les liens commerciaux avec l'Occident.
À cette époque, la croissance économique de la Chine n'était pas considérée comme une menace par les États-Unis ou l'Europe. Quelque chose d'extravagant s'est produit. Ils se sont mis à soutenir la Chine. Nous avons observé cela avec stupéfaction. Ils pensaient que la Chine, en devenant plus capitaliste, deviendrait plus pro-occidentale, plus démocratique et donc plus coopérative. Nous avons regardé cela avec étonnement, mais les Américains ont créé un rival puissant. Nous avons vraiment été déçus par la qualité intellectuelle de l'élite américaine. Il y a eu donc l'idée que la Chine avait tellement à gagner de la mondialisation qu'elle ne voudrait rien perdre en mettant en cause ce que nous représentons, notre ordre mondial. Et c'est ce que les Américains ont découvert, c'est que la Chine voulait être la première puissance du monde et avait maintenant des ambitions qui correspondaient à son statut économique. De son côté, Vladimir Poutine assiste impuissant aux demandes d'adhésion de l'Europe de l'Est à l'Union européenne et à l'OTAN. En 2008, quand la Géorgie et l'Ukraine déposent leur première demande d'adhésion, il durcit ses positions. И заявление о том, что этот процесс не направлен против России, удовлетворить нас не могут. Un sommet entre l'OTAN et la Russie est organisé en avril 2008 pour rassurer Vladimir Poutine sur l'expansion de l'OTAN. Mais quelques mois après, il envahit la Géorgie et commence à menacer l'Ukraine. En 2012, Poutine vient de retrouver le pouvoir. Xi Jinping prend la direction du Parti communiste chinois et la présidence de la Chine. C'est lors du 60e anniversaire de Poutine qu'ils font connaissance. Ensemble, ils vont faire de cette entente sino-russe une véritable machine de guerre contre l'Occident. Lorsque Xi Jinping est arrivé au pouvoir, nous ne savions pas grand-chose de lui. Il s'est attelé à rendre le Parti communiste opaque. Il a mis fin au débat politique en Chine et il a réprimé brutalement les factions d'opposition sous couvert de lutte contre la corruption. Poutine le voyait faire et il admirait la façon dont Xi Jinping exerçait le pouvoir en Chine. Ils admiraient en quelque sorte mutuellement la façon dont ils géraient leurs problèmes intérieurs et maintenaient leur système au pouvoir, car c'est la plus grande priorité d'un régime autocratique. Il existe un terme aux États-Unis appelé bromance, qui désigne une relation forte entre deux hommes. Et ces deux hommes-là vivent assurément une bromance. Ce sont deux autocrates plutôt isolés qui estiment que le monde subit des changements sans précédent depuis des siècles et que c'est l'occasion de remodeler l'ensemble du paysage géopolitique. Cette première rencontre amorce une connivence idéologique qui ne cessera pas de s'intensifier au fil des ans. Les deux ont, pour la démocratie, la même répulsion. La démocratie, c'est ce qui trouble les ordres publics intérieurs, et la démocratie, c'est ce que nous voulons imposer nous-mêmes, nous, les Occidentaux, au reste du monde. Vladimir Vladimirovitch Poutine avait d'excellentes relations avec les précédents dirigeants chinois. Elles étaient amicales. Mais avec Xi Jinping, je crois que les relations sont devenues encore plus fortes. Ce sont de vrais camarades. Ils se comprennent, ils se font confiance. Ils ont des vues identiques ou similaires sur l'avenir du monde. Donc ils se sont trouvés entre deux personnes, mais trouvés entre deux intérêts. Et ils ont découvert aussi qu'ils avaient la même volonté de réorganiser le système international, que c'était plus
le temps des démocraties, de l'Occident, à déterminer l'avenir du monde. C'était le temps des nouveaux empires, si je puis dire, qui devaient apparaître. Mais en 2012, ce qui les préoccupe tous les deux, c'est la guerre civile qui démarre en Syrie, au Moyen-Orient. À la suite des printemps arabes, c'est au tour de la Syrie, gouvernée par le dictateur Bachar el-Assad, de voir son régime vaciller dangereusement. L'une des plus grandes craintes de l'Iran, de la Chine ou de la Russie, c'est justement ces opérations de changement de régime. Parce qu'ils ont vu des autocrates se faire destituer. Si c'est arrivé à eux, ça peut aussi leur arriver, et c'est évidemment l'une de leurs plus grandes craintes. Ils se sont dit, si maintenant les pays, notamment les États-Unis et l'Europe, se mettent à vouloir renverser toutes les dictatures, où va-t-on ? Depuis le début des insurrections, les pays occidentaux soutiennent les militants pro-démocratie et anticipent déjà leur victoire. Mais rien ne se déroule comme prévu. Les Américains se désengagent malgré la ligne rouge franchie. Le régime de Bachar était extrêmement fragile à ce moment-là, ce qui l'a conduit à prendre des armes chimiques et à les mettre sur une population civile. Alors que le régime syrien réprime férocement sa population et fait des milliers de morts, l'Iran mobilise les milices de son axe de résistance et demande au régime russe de l'aider militairement. La Russie, avec l'Iran, ont pu à ce moment-là intervenir directement. L'Iran, par le Hezbollah et sans doute par des éléments militaires sous drapeau syrien au sol, et la Russie directement par des bombardements incessants qui ont détruit des villes entières. Donc voilà, quoi, le sujet syrien, finalement, il est annonciateur de cette forme d'alliance entre Iran, Russie et Chine. C'est le théâtre de la première grande action conjointe entre l'Iran et la Russie. Le régime syrien aux abois appelle à l'aide ses deux grands alliés, que sont l'Iran d'une part, la Russie d'autre part. Ces deux pays, sans doute, en se parlant, en se coordonnant un peu, mais séparément, se sont accordés sur l'intérêt qu'il y a pour eux à sauver le soldat Bachar el-Assad et à éliminer toute opposition démocratique. Et donc, on a quelque chose d'assez inédit qui est une série d'actions, une guerre, une série d'actions coordonnées entre les forces pro-iraniennes au sol et les forces russes dans les airs, parfois de manière séparée, parfois de manière conjointe. La Russie et la Chine cherchent à réduire l'influence des États-Unis dans la région. Ils mettent au point une stratégie d'obstruction coordonnée au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, où ils ont chacun un pouvoir de veto décisif sur les affaires mondiales. Toutes les résolutions qui avaient été présentées au Conseil de sécurité ont vu le veto chinois et russe. Vous pouvez s'interroger pourquoi la Chine, qui est très attachée à la paix, très attachée aux principes du droit international, et qu'il reste, au moins dans la formulation, pourquoi elle va-t-elle mettre son veto comme la Russie ? 11 fois de suite, ils reproduisent cette stratégie. Ils s'allient pour faire échouer les résolutions du Conseil de sécurité qui visent à condamner les actions de Bachar el-Assad. Donc là, on retrouve en fait cette volonté de la Russie et de la Chine de plier les conventions internationales à leurs propres intérêts. Et c'est notamment le cas de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, où en fait la Russie, la Chine, mais aussi l'Iran ont une position conjointe sur le sujet, où il s'agit évidemment de ne pas du tout conduire d'enquête sur l'utilisation d'armes chimiques. Face à un Occident impuissant, Bachar el-Assad parvient à se maintenir au pouvoir malgré ses crimes. Un échec des Occidentaux dû à la formation de cet alignement d'intérêts aussi inattendu qu'efficace. Un coup de théâtre va enraciner le rapprochement du régime iranien avec les régimes russes et chinois.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Pour Khamenei, qui s'était engagé à participer à des accords d'encadrement de son programme nucléaire militaire, c'est une humiliation supplémentaire. Donald Trump a rapproché les trois dirigeants et il a plus que jamais accéléré leur coopération. Derrière ce soutien tacite russe et chinois sur le développement nucléaire iranien, la prévision de Brzezinski s'est réalisée. En une vingtaine d'années à peine, tous les pions sont posés. L'Iran, la Russie et la Chine se sont rapprochés pour défier l'Occident. Ils forment désormais un triangle stratégique et pragmatique et organisent des entraînements militaires conjoints de plus en plus fréquents. Ils s'entraînent sur des scénarios conçus pour refléter ce qu'ils considèrent comme les principales menaces auxquelles ils sont confrontés. Et si ces trois pays, la Chine, la Russie et l'Iran, voient l'Occident comme un ennemi, nous devons en être pleinement conscients et nous devons comprendre ces systèmes. Nous devons être en mesure de connaître leur puissance militaire, le potentiel de leurs services de renseignement, ainsi que les intentions de leurs dirigeants. Dès la fin des années 1990, les trois puissances ont déjà commencé à unir leurs forces sur d'autres terrains, à travers une guerre hybride contre l'Occident qui va se jouer sur tous les fronts, visibles et invisibles en même temps. L'objectif ? Semer le chaos dans les démocraties. Persuadé que les États-Unis sont responsables de l'effondrement de l'URSS, Vladimir Poutine remobilise le redoutable arsenal des services secrets soviétiques, comme les mesures actives, des actions d'ingérence créées par le KGB pour déstabiliser les démocraties de l'intérieur. C'est une guerre de l'information qui utilise la désinformation. Il s'agit de cyberopérations, attaquer et collecter des renseignements. On a affaire à différentes formes de guerre économique, de corruption et de financements occultes. Ainsi, lorsque Poutine entreprend de restaurer l'État russe, il va en premier lieu renforcer ses services de renseignement pour continuer à mettre en œuvre des mesures actives. L'un des problèmes que l'on a pour comprendre la rivalité qui émerge de plus en plus entre, d'un côté, l'Occident et de l'autre côté, un certain nombre de régimes autoritaires, et notamment la Russie et la Chine, c'est notre tendance à penser la question de la guerre de manière binaire. Soit on est en guerre, soit on est en paix. Or, si on veut comprendre la situation dans laquelle on est, il faut casser cette dichotomie pour comprendre que entre l'état de guerre et l'état de paix, il y a tout un tas d'autres positions où on ne sera pas véritablement en paix, mais pas non plus complètement en guerre. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser des chars, des missiles, des avions, etc. Mais on va quand même se faire la guerre par d'autres moyens. Et cette guerre, c'est une guerre de l'ombre. Le premier front sur lequel les trois pays convergent est la guerre de l'information. Les régimes russes, chinois puis iraniens se dotent dès la fin des années 1990 de toutes les armes nécessaires à cette nouvelle forme de guerre. Des médias internationaux pratiquement dans toutes les langues, des équipes de cyberguerriers qui mènent au quotidien le combat sur le territoire de l'ennemi au cœur des systèmes de l'information, et des robots informatiques, des trolls et influenceurs en ligne qui relaient la propagande sur les réseaux sociaux occidentaux. En matière de guerre, aujourd'hui, l'information est le champ de bataille primordial. C'est une guerre permanente entre la Chine et les États-Unis, entre l'Iran et les États-Unis, entre la Russie et les États-Unis, et entre les trois pays de cet axe de la désinformation et différents régimes démocratiques, mais une guerre qui, pour l'essentiel, est en deçà de notre perception, qui, pour l'essentiel, est une guerre mondiale sans fumée. Pour la première fois, les trois régimes s'alignent véritablement sur une campagne de désinformation commune lors de l'épidémie du Covid déclarée en 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine.
Depuis le commencement de la pandémie de Covid-19, il y a eu une très forte convergence des narratifs. Ils ont très fortement contribué à l'essor de ce que l'OMS a appelé l'infodémie, c'est-à-dire une épidémie de désinformation à propos de l'origine du virus. Et il ne faut pas oublier que la désinformation tue. Dès le début de la pandémie, le régime russe va propager de fausses informations sur l'origine du virus. Des articles et des émissions affirment que le Covid-19 serait une arme biologique d'origine américaine développée par les États-Unis à destination de ses ennemis. Игорь, сразу спрошу, когда последний раз применялось биологическое оружие? В 2019 году, когда началась вся эта история с ковидом. Ковид. То есть все-таки это биологическое оружие? Я считаю. La théorie exposée sur les plus grandes chaînes gouvernementales russes se diffuse alors dans certains réseaux et s'étoffe progressivement. Le 12 mars 2020, c'est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, suivi par près de 2 millions de personnes sur le réseau Twitter rebaptisé X, qui reprend explicitement cette théorie du complot russe sur les origines américaines du virus. 美方近来再次恶意翻炒实验室泄露，声称要就这一问题进行调查，动机不纯，用心险恶。美国才是拥有世界上规模最大、数量最多的生物实验室的国家。 On avait donc le porte-parole officiel chinois qui partageait des sources russes et des sources russes qui faisaient des déclarations en se basant sur les Chinois. Et ce mécanisme s'est propagé dans leur écosystème, du haut vers le bas. Pour crédibiliser cette fausse information, les propagandistes russes et chinois s'appuient sur une théorie du complot déjà existante. То есть это некая утечка была из биолаборатории? По-видимому, да. В июле 2019 года был закрыт из-за биологической угрозы Форт Детрик в штате Мэриленд. Это крупнейший в мире военно-биологический центр США. Le centre de recherche biomédical Fort Detrick est régulièrement accusé par les complotistes de fabriquer des armes biologiques dans le plus grand secret. Le simple fait d'évoquer Fort Detrick fait sens pour toute une communauté et donne de la crédibilité au discours qui accuse les Américains d'avoir fabriqué le virus du SARS-CoV-2. Le KGB, dans les années 1980, a diffusé des théories du complot liées à la prétendue origine américaine du sida. Le virus du sida aurait été conçu en laboratoire à Fort Detrick. C'est ce que les gens croient, que les États-Unis ont inventé ce virus pour tuer les Africains, pour éliminer les gens de couleur. C'est une évidence aujourd'hui, et nous on parle même de russianisation des opérations d'influence chinoise. Donc. Ce que l'on voit aujourd'hui, depuis 3 ans, et qui marque un véritable tournant, c'est le fait que la Chine s'inspire très clairement, très directement et très ouvertement de toutes les tactiques de propagande russes qui ont fait jusqu'alors la démonstration de leur efficacité. La Russie et la Chine ont mis en place un écosystème mondial de désinformation. Ils unissent leurs forces et ajoutent parfois d'autres acteurs tels que l'Iran, qui est censé mener ces opérations pour un public international. Le 22 mars 2020, seulement 10 jours après le porte-parole chinois, c'est au tour du guide suprême de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Khamenei lui-même, de relayer cette fausse information. شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. شما گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است. با استفاده از آشنایی‌های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخشی رو برای ایران درست کردن. Un réseau iranien de désinformation sur les réseaux sociaux va alors s'employer à diffuser du contenu accusant les États-Unis d'avoir fabriqué le Covid et loue les attitudes de la Russie et de la Chine pour leur rôle dans la lutte contre le virus.
Et nous voyons apparaître à nouveau un ensemble de récits qui incitent les gens à mettre en doute la vérité, la réalité dans laquelle ils vivent. C'est ça véritablement la stratégie russe. Il ne s'agit pas vraiment d'un récit unique et cohérent, il s'agit de cette approche goutte à goutte. Et cela commence au fil du temps à saper la confiance dans les institutions démocratiques, à saper la confiance dans la réalité et dans l'idée même de faits survenus. Ce qui est nouveau, c'est que la Chine s'est progressivement alliée à l'Iran et à la Russie pour contester l'hégémonie informationnelle américaine, mais plus largement pour remettre en cause l'hégémonie occidentale sur l'information. Ce thème complotiste d'armes biologiques créées par les Américains pour détruire leurs ennemis apparaît de nouveau en 2022 lors de la guerre en Ukraine. Des médias russes, chinois puis iraniens présentent les laboratoires de coopération entre Ukrainiens et Américains comme des sites de production d'armes biologiques. Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. Их основная задача – сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний. La Russie s'est donc mise à débiter ces histoires inventées d'armes biologiques, et la Chine les a reprises encore et encore. Les organes du gouvernement chinois ou les individus affiliés au gouvernement répètent les mensonges russes, et puis les Russes répètent à leur tour ce que la Chine proclame, de manière à montrer qu'il y a consensus. Et c'est alors qu'on obtient une caisse de résonance diabolique, où se répercutent en écho les mensonges créés par la Russie et la Chine. À l'image de la guerre de l'information initiée par le régime russe, la Russie, la Chine et l'Iran mènent aujourd'hui ensemble ou séparément une guerre hybride totale contre les régimes démocratiques. En 2023, la CIA et les services de renseignement d'une dizaine de démocraties occidentales placent ces trois régimes autoritaires au sommet de la liste des menaces les plus inquiétantes. Dans l'Union européenne, la Suède, démocratie exemplaire, pacifique, soucieuse des droits de l'homme, neutre depuis 2 siècles, est l'une des cibles privilégiées de ces 3 pays. Ce que nous avons constaté, c'est que ces pays coopèrent d'une manière inédite, que l'on ne connaissait pas il y a quelques années. Et nous avons observé cela de très près. C'est intéressant pour nous, surtout lorsque la sécurité nationale est en jeu. Historiquement située dans la zone stratégique russe du fait de sa position géographique, la Suède est dans le collimateur de la Russie depuis qu'elle s'est tournée vers l'Union européenne en 1995. La Suède constitue une cible pour la Russie depuis des centaines d'années. C'est en grande partie parce que la Suède se trouve dans une région qui intéresse énormément la Russie pour des raisons de sécurité intérieure. Nous sommes dans la région de la mer Baltique et de l'Arctique. Il y a des intérêts militaires dans cette région qui préoccupent énormément la Russie. Mais il y a aussi une ambition de la Russie d'être puissante à l'échelle régionale. Elle veut imposer sa volonté à l'Europe et donc aussi à la Suède. Début 2023, la Suède se retrouve plus que jamais dans le viseur russe après sa demande d'intégration à la force militaire de l'OTAN pour protéger ses frontières de la menace. У России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать. Les représentants de leur gouvernement ont dit à la Suède, si la Suède rejoint l'OTAN, vous serez une cible pour la Russie d'une manière ou d'une autre. À une semaine d'un vote décisif de la Turquie, dernier membre de l'OTAN à barrer la route à l'adhésion de la Suède, un événement va bouleverser le cours des négociations. Welcome to this process today. I am Rasmus Paludan. Un
militant d'extrême droite suédois brûle un Coran devant l'ambassade même de la Turquie à Stockholm. Il est filmé par un journaliste affilié au réseau pro-russe qui aurait financé l'opération. Dans cette affaire suédoise, on est en présence de ce que les Russes appellent une mesure active. C'est-à-dire qu'il s'agit d'amplifier un phénomène, ici d'amplifier la perception d'actes contre les musulmans en organisant une mise en scène d'un Coran brûlé par un Suédois devant l'ambassade de Turquie, dans un contexte qui est celui de négociations très serrées entre la Turquie et la Suède à propos de l'intégration de la Suède dans l'OTAN. Le coup de téléphone qui l'a fait venir provenait d'un reporter d'un de ces médias alternatifs qui travaillait pour le groupe le plus ouvertement pro-russe. C'est typiquement ce genre de réseau que l'on dit affilié au service de renseignement extérieur russe. Dès le lendemain de ce pseudo-événement médiatique, la Turquie a annoncé momentanément ne plus soutenir l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Ces actions de déstabilisation se propagent dans le monde entier via les médias russes, chinois, iraniens, qui diffusent les images provocatrices dans les pays arabes. Ce que l'on sait de sources sûres, c'est que la Russie alimente la désinformation dans les pays arabes sur ce Coran brûlé et met en avant ces éléments pour provoquer des réactions fortes de la part du monde arabe. Ces affaires, ces actions se sont répandues comme une traînée de poudre à l'échelle internationale et de manière plutôt agressive. Et nous savons pertinemment que la Russie et l'Iran ont tout intérêt à faire passer la Suède pour un pays opposé à l'islam. C'est l'une des questions les plus complexes que nous ayons à traiter à ce sujet. Bien sûr, la Russie est impliquée. Bien sûr, l'Iran est impliqué. Mais par procuration. Par procuration, c'est la stratégie des Russes. Ils s'efforcent donc de déstabiliser, de répandre la désinformation pour s'assurer que la Suède soit attaquée et retarder notre demande d'adhésion à l'OTAN. Il s'agit de donner à voir le spectacle de démocratie fragilisée par des dissensions, quelle que soit la nature de ces dissensions, fragilisée par des mouvements sociaux, fragilisée par la violence, fragilisée par des actes terroristes, fragilisée par la destruction lente et patiente de toute forme de cohésion, toute forme de confiance envers les institutions. Parce que tout ce qui fragilise les démocraties renforce en retour les régimes autoritaires. La guerre de l'information, c'est une guerre à mort entre les régimes démocratiques et les régimes autoritaires, une guerre dont les régimes autoritaires sont persuadés aujourd'hui de pouvoir sortir vainqueurs. Les conséquences de ces mesures actives russes ne se feront pas attendre. Après la division semée en Suède entre les différentes communautés, un attentat islamiste frappe 2 supporters suédois venus à Bruxelles pour un match de foot. Et ce n'est qu'après de longs mois de blocage que la Turquie revient finalement sur son veto fin 2023, suite à des tractations avec les Américains pour acquérir des avions de chasse. Pour s'assurer de la bonne diffusion de leur propagande sur leur population, les États autoritaires développent et partagent des technologies sécuritaires de plus en plus sophistiquées. Et le maître en la matière qui inspire les autres régimes autoritaires, cette fois, c'est le régime chinois. La Chine dispose de moyens industriels, technologiques, financiers que n'ont pas la Russie et l'Iran. La Chine, de ce point de vue-là, est pourvoyeuse de technologies, de savoir-faire, d'ingénieurs, d'infrastructures. Donc il y a une forme d'avance technologique chinoise dont ses alliés entendent tirer bénéfice. En juillet 2017, une délégation de fonctionnaires de l'agence de censure et de propagande russe rend visite à ses homologues chinois.
des fuites inédites montrent l'intérêt de la Russie pour le système chinois de contrôle d'Internet et l'amorce d'une coopération entre les deux régimes. Grâce à notre expérience, nous avons mis au point un système de contrôle de l'information très efficace. Seulement 0,18% des informations étrangères interdites chez nous échappent à nos blocages. Il serait très intéressant pour nous de venir en Chine et de voir comment le bouclier d'or chinois fonctionne dans la pratique. Parce que plus de 95% des informations interdites dans la Fédération de Russie proviennent de l'étranger. Avec la numérisation des données personnelles, la surveillance des réseaux sociaux et les caméras dotées d'intelligence artificielle, le régime chinois développe une véritable boîte à outils de censure et de répression qu'il exporte à ses partenaires dans le cadre d'accords commerciaux. En quoi consiste réellement cette boîte à outils de répression numérique? Ce que nous savons, c'est qu'il s'agit essentiellement d'un ensemble d'outils de surveillance. Ils permettent d'identifier rapidement des individus susceptibles de poser problème. Et cette sorte de boîte à outils, d'autoritarisme numérique pourrait-on dire, les Chinois sont en mesure de la fournir. Et la Chine commence à l'exporter non seulement vers la Russie, mais aussi vers d'autres pays. Le régime russe a lancé début 2023 son propre système de surveillance et de contrôle nommé Oculus, inspiré du système chinois. Depuis peu, le régime iranien peut aussi compter sur l'appui technologique d'une entreprise chinoise nommée Tiandi. Tiandi est l'entreprise la plus dangereuse au monde et personne ne la connaît. Tiandi utilise des caméras dotées d'une intelligence artificielle qui peut détecter l'ethnie et la race. Elle produit des appareils comme la chaise du tigre qui sont utilisés pour des interrogatoires pas seulement en Chine, mais aussi dans le monde entier. Les Chinois ont vendu des produits Tiandi en Iran, aux gardes de la Révolution, aux services de renseignement et à la police iranienne. Ils ont ensuite été déployés dans tout le pays contre les mouvements de protestation qui ont déstabilisé le régime au cours des 2 dernières années, y compris contre le mouvement des femmes. به گونه‌ای که در حوزه معابر با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی میشه بهش توجه و تذکر داده میشه و بعد از اون فرد با مدارک معرفی میشه به دستگاه قضایی تا به موضوعش رسیدگی بکنه. Un plan de coopération Chine-Iran prévoit l'installation de 15 millions de caméras dans 28 villes iraniennes. Les données seraient transférées vers 2 centres de contrôle, l'un à Téhéran, l'autre en Chine. Et c'est ainsi que ce type de technologie est devenu une proposition commerciale pour la Chine. Ils s'entraident et les Chinois en profitent pour promouvoir ces technologies répressives auprès de leurs partenaires afin de renforcer ces mêmes autocraties et d'affaiblir les démocraties. Cette nouvelle coalition contre les démocraties parvient même à déstabiliser les plus hautes institutions internationales. À Genève, en Suisse, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est devenu leur cible privilégiée. The United Nations were founded to protect the sovereignty of every state. But a regime that uses this power to violate the rights of its own people is violating the values of our United Nations. Avec le temps, l'Iran comme la Chine ont réussi à s'imposer dans cette institution qui pourtant les condamnait régulièrement. Il y a une dizaine d'années, on disait « Ok, très bien, la Chine investit dans les organisations multilatérales, à l'ONU et ailleurs, mais elle n'arrivera pas. Elle n'y arrivera pas à fédérer les pays de toutes ces oppositions parce que c'est trop gros, parce qu'elle a des gros sabots, parce que tout le monde est bien conscient des violations des droits de l'homme sur le territoire chinois. Mais en fait, aujourd'hui, elle y arrive. En septembre 2022, alors que 25 pays du Conseil des droits de l'homme réclament une commission d'enquête sur les persécutions de la minorité musulmane ouïghour, la délégation chinoise réussit à retourner la situation.
les Chinois parviennent à convaincre 11 pays de s'abstenir, 19 à voter contre la commission d'enquête, en s'appuyant sur une lettre de soutien. Le texte est signé par 50 ambassadeurs à l'ONU, dont les délégations russes, iraniennes, mais aussi leurs partenaires comme la Syrie, la Corée du Nord, le Venezuela. Quand on regarde la liste des membres, on se rend compte qu'environ 2 tiers d'entre eux sont soit des dictatures à part entière, soit d'autres formes de non-démocratie. On pourrait justement voir une certaine solidarité entre des régimes autoritaires. C'est-à-dire que là où la violation des droits de l'homme pose problème aux démocraties, en tant que tel, ce n'est pas un problème pour beaucoup de pays. C'est le niveau le plus bas jamais atteint dans l'histoire du Conseil des droits de l'homme, c'est-à-dire en fait depuis 1946. Ce coup de théâtre va révéler les stratégies du régime chinois pour influencer le Conseil des droits de l'homme, comme l'organisation de cette exposition sur le bien-être des Ouïghours au sein même de l'ONU, ou la création de fausses ONG pour monopoliser le temps de parole. Et donc la Chine, par exemple, va favoriser la prise de parole d'ONG qui sont en fait ce qu'on appelle des gongos, donc qui sont des fausses ONG, qui sont des ONG contrôlées par le pouvoir chinois en fait, qui sont des organismes en fait d'État quasiment, et qui elles prétendent faire du travail en faveur des droits de l'homme, mais vont insister sur des sujets qui sans conséquence pour la Chine, par exemple la sortie de la pauvreté. Elles parasitent l'opportunité énorme que les ONG, les vraies ONG peuvent avoir. La Chine, l'Iran et d'autres régimes déploient des gongos pour empoisonner le système. La stratégie de la Chine au sein du Conseil des droits de l'homme est double. C'est à la fois une stratégie de coalition, fédérer autour d'elle un nombre maximum de pays, peut-être en mesure de soutenir ses positions sur les questions sensibles, et en même temps redéfinir au maximum les termes qui lui posent problème. La Chine a activement promu sa propre définition des droits de l'homme en indiquant que le premier droit serait le droit à la prospérité. Et donc les libertés individuelles ne seraient pas finalement des droits prioritaires. Chaque pays doit avoir sa propre définition des droits de l'homme. On ne peut pas tous avoir la même définition. Nous n'avons pas tous les mêmes valeurs, elles dépendent des étapes de développement du pays, des traditions, de l'histoire. Il existe des particularismes et non pas un universalisme. Chaque nation doit choisir le mode de gouvernance qu'elle juge la plus efficace. Et pour moi, la démocratie est la pire façon de gouverner qui soit. Et nous développons un nouveau concept des droits de l'homme qui sera bien sûr plus conforme aux véritables besoins de l'homme et à une nouvelle façon de concevoir l'humanité. Quelque part, ce que la Chine essaye d'introduire, c'est la fin de l'universalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de conception, selon elle, il n'y a pas de conception universaliste du droit. Le droit occidental ne peut pas s'appliquer tel quel à la population chinoise qui a une autre histoire, une autre trajectoire, une autre culture. Et donc il faut un droit qui soit conforme à cet héritage. Fin 2023, alors que l'Iran préside le Forum social du Conseil des droits de l'homme, la Chine a réussi à prendre la présidence de 4 des 15 agences des Nations Unies. Ils ont élaboré un plan. Ils se sont dit qu'ils allaient devoir travailler ensemble et faire appel à une coalition de pays beaucoup plus large dans le monde entier. Des changements géopolitiques sont aujourd'hui à l'œuvre dans le monde. Des changements qu'on n'a pas connus depuis 100 ans. Et quand nous travaillons ensemble, nous prenons la tête de ces changements. Je suis d'accord. Prenez soin de vous, cher ami. En plus de créer le chaos dans les pays démocratiques et de neutraliser les valeurs universelles des droits de l'homme, ce nouvel axe de pays autoritaires mené par la Chine est en train d'organiser un véritable monde parallèle, alternatif au monde occidental. Pour restructurer le monde à leur avantage et engager ces changements historiques,
la Chine et la Russie veulent rassembler derrière eux une coalition bien plus vaste afin d'isoler l'Occident. Fin août 2023, c'est lors du sommet des BRICS de Johannesburg qu'ils vont concrétiser la première étape de leur plan. C'est sur ce groupe des BRICS qu'ils misent avant tout. Ce club de nouvelles puissances économiques créé à la fin des années 2000 par la Chine et la Russie pour contrer la domination des États-Unis sur le monde, avec le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Ils ont commencé à tester et à examiner d'autres structures mondiales en se demandant: pouvons-nous constituer une puissance assez forte? Y a-t-il suffisamment de pays comme nous qui haïssent les États-Unis, qui détestent l'ordre mondial libéral et qui seraient prêts à unir leurs forces aux nôtres? Mais ce sommet va être le théâtre d'un événement majeur. À la suite de tractations entre la Chine et la Russie d'un côté, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud de l'autre, les BRICS annoncent l'intégration de 5 nouveaux pays émergents. La Chine et la Russie ont obtenu l'intégration de la République islamique d'Iran, depuis si longtemps isolée. مطمئناً فواید عضویت جمهوری اسلامی ایران در گروه بریکس تاریخ ساز خواهد شد و فصلی نو و گامی قوی‌تر در جهت عدالت، انصاف، اخلاق و صلح پایدار در صحنه بین‌المللی رقم خواهد زد. Pour le régime iranien, c'est une victoire historique qui valide sa politique de rapprochement avec la Chine et la Russie. ظرفیت و پتانسیل اقتصادی ایران رو بسیار Il pense que l'économie de l'Iran a un niveau suffisamment élevé pour faire partie de cette organisation. La Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil se considèrent comme des pays à l'avant-garde de la future économie mondiale et ils veulent avoir l'Iran à leur côté. Plus vous nous mettez des bâtons dans les roues, plus nous nous rapprochons entre nous et plus nous devenons dangereux pour vous. Et l'idée d'élargir les BRICS, que les Chinois ont soutenu de manière agressive, vise simplement à montrer au reste du monde qu'il existe une demande pour ce que les BRICS offrent. C'est une victoire diplomatique majeure pour les Chinois. Pour la Chine, cette nouvelle coalition est surtout l'occasion de créer enfin un monde économique alternatif, indépendant de l'Occident. Car avec les nouvelles adhésions, les BRICS représentent désormais presque la moitié de la population mondiale et un tiers de ses richesses. Sans compter les nouvelles candidatures d'adhésion. Les BRICS doivent avant tout devenir le lieu privilégié pour lutter contre l'un des piliers les plus importants de la puissance américaine, le dollar. La dédollarisation du monde est le thème central de ce sommet BRICS 2023. جمهوری اسلامی ایران به صورت قاطع از تلاش‌های موفق بریکس در راستای دلارزدایی از روابط اقتصادی میان اعضا و همچنین استفاده از ارزهای ملی و تقویت سازوکارهای بریکس برای پرداخت و تسویه مالی حمایت می‌کند. L'objectif des BRICS est de remplacer à terme le dollar par leur propre monnaie. Alors en fait, les transactions internationales aujourd'hui pour faire du commerce sont très majoritairement libellées en dollars et en euros. Et cela, ça donne beaucoup de poids et de puissance aux sanctions américaines, puisque les sanctions américaines vont s'appliquer dès qu'on utilise le dollar américain. Le plan est qu'à long terme, des pays comme l'Iran, la Russie et la Chine vont éroder la capacité des États-Unis à utiliser les sanctions comme outil politique au niveau international. Parce qu'ils vont créer des mécanismes alternatifs pour contourner les sanctions américaines et pour contourner la domination du dollar, ce qui rendra plus difficile pour les États-Unis l'utilisation de leur système de sanctions.
Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, des économies suffisamment puissantes semblent donc en mesure de créer un espace commercial, économique et financier à l'abri de la puissance du dollar. Pour la Chine, l'enjeu est de taille, car cet espace alternatif l'immuniserait contre les sanctions occidentales dans le cas d'une annexion de l'île de Taïwan. Évidemment, en ligne de mire, il y a le caractère agressif des positions de la Chine vis-à-vis de Taïwan. Il n'est pas à exclure que la Chine cherche à envahir Taïwan, peut-être en 2030, autour de ces années-là en tout cas, quand la Chine deviendra probablement la première puissance économique mondiale. Mais la Chine souhaiterait d'ici là avoir des mécanismes financiers alternatifs pour que ces sanctions, en fait, soient inefficaces. En créant un monde parallèle à l'abri des sanctions et en forgeant des coalitions toujours plus vastes, l'objectif pour la Chine, la Russie et l'Iran est de pouvoir enfin mener à bien leurs ambitions respectives sans se soucier des conséquences éventuelles. De plus en plus de pays soutiendront alors la réunification de la Chine. Pourquoi? Car la Chine deviendra de plus en plus forte. La réunification nationale est une tendance mondiale. Les guerres et les catastrophes mondiales et régionales ne correspondent ni à la tendance de l'époque, ni aux intérêts de l'humanité. Elles sont impopulaires. Si la Chine espère un jour être à l'abri des sanctions internationales pour intégrer l'île de Taïwan, l'Iran se présente plus que jamais comme le plus grand opposant des Américains au Moyen-Orient. Il avance aujourd'hui ses pions, bénéficiant du chaos provoqué par l'attaque terroriste du 7 octobre et les représailles sanglantes d'Israël. Ces oppressions répétées et cumulées ont abouti à un soulèvement de la population de Gaza et de l'axe de résistance qui ont donné un coup décisif au régime israélien le 7 octobre dernier. Il n'y a absolument aucune surprise dans l'attitude iranienne. Téhéran soutient le Hamas, continue à soutenir le Hezbollah, se félicite de ce qui s'est passé, se pose en champion de la cause palestinienne, mais évite de mettre immédiatement ses forces dans la bataille. Et tout en encourageant sans doute le Hezbollah ou les Houthis et le Hamas à en faire toujours plus. Les milices soutenues par l'Iran, comme le Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen, menacent de provoquer une escalade qui risque de déstabiliser encore davantage les Occidentaux. Une évolution importante est en train de se dérouler dans la région. Les groupes de l'axe de résistance y sont devenus des acteurs plus importants et l'architecture future de la région devra tenir compte de la place de ces groupes. D'une certaine manière, les trois pays concernés bénéficient, une sorte d'effet d'aubaine, bénéficient de ces attentats. L'Iran, puisqu'il se met au centre du jeu proche-oriental. La Russie, parce qu'elle se pose comme défenseur des peuples opprimés, comme la Chine d'ailleurs, et que Pékin et Moscou voient avec une grande satisfaction les observateurs internationaux se détourner de l'Ukraine ou de Taïwan pour se focaliser sur le Proche-Orient. Donc chacun à leur manière, la Russie, la Chine et l'Iran bénéficient politiquement du 7 octobre. Dans ce monde où l'Occident n'est désormais plus le leader incontesté, le régime iranien, comme ses partenaires russes et chinois, semble plus libre que jamais d'atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire qu'on aurait, a priori, des petits systèmes régionaux qui interagiraient les uns avec les autres. Et puis à la tête de ces systèmes régionaux, eh bien, la puissance qui se pense être la plus légitime pour régner en quelque sorte dans la zone. Donc typiquement au Moyen-Orient, ce serait un système dirigé par l'Iran, en Eurasie, un système dirigé par la Russie, et puis en Asie du Sud, un système dirigé par la Chine. Dans ce monde fragmenté, l'Europe se retrouve frontalement confrontée à la question de son indépendance stratégique. Puisqu'on a un bloc mené par les États-Unis, un bloc mené par la Chine, un bloc des économies en voie de développement. Et donc toute la question est de savoir si l'Union européenne peut émerger en tant que quatrième bloc autonome ou si l'Union européenne devra se ranger quelque part derrière les États-Unis. L'Union européenne est aujourd'hui courtisée par la Chine, qui a entrepris de la faire sortir du bloc occidental.
La Chine est très désireuse de consolider son amitié avec l'Europe, d'accroître les échanges commerciaux et de renforcer la compréhension mutuelle. Suivre les États-Unis vous mènera à la ruine. Les coalitions peuvent donc être flexibles. Demain, elles pourraient également inclure de nombreux autres États d'Europe et d'ailleurs. La plupart des pays du monde ont une attitude neutre ou neutre positive à notre égard. Seule une minorité de pays, de moins en moins nombreux, sans avenir et de plus en plus faibles, se battent contre nous. C'est l'ancien Occident. Il finira lui aussi par se diviser. Et de nombreux pays occidentaux et même européens rejoindront la Grande Eurasie. Cette nouvelle ère, instable par essence et à durée indéterminée, pousse chaque puissance à revoir ses positions. Les forces de l'OTAN organisent depuis 2023 les exercices militaires les plus importants depuis la fin de la guerre froide, mobilisant 90 000 soldats issus des 31 pays alliés. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize it's not a given that we are in peace. And that's why we have the plans. Peace gave the impression of being just around the corner. Yet, not everybody got the memo. In fact, our adversaries were mobilizing. Många har sagt det före mig, men låt mig göra det med ämbetets kraft, mindre inlindat och med en osminkad tydlighet. Det kan bli krig i Sverige. Vem är du om kriget kommer? Alors que le soutien des États-Unis à l'OTAN pourrait connaître des soubresauts et que l'Europe pourrait se retrouver seule à soutenir l'Ukraine contre la Russie, l'Union européenne est plus que jamais confrontée à son destin de puissance militaire. Si Poutine devait gagner cette guerre parce que nous, Européens et Américains, ne soutenons plus l'Ukraine, ce serait un très mauvais signal pour les autres dictatures et régimes autocratiques dans le monde. Il suffirait de brutalité et de temps pour opprimer son voisin. Ce serait un message totalement catastrophique à envoyer. Et pour l'Europe, c'est la grande question. Jusqu'où on peut s'organiser pour montrer que ce n'est pas simplement un grand marché, une monnaie, mais un continent qui sait se défendre et qui sait se faire respecter. Et puis la deuxième façon, c'est tout simplement de nous réinvestir dans nos démocraties, de nous réengager, de nous remettre à formuler des valeurs qui peuvent être universelles. Pour les régimes qui défient aujourd'hui l'Occident, toute la question est de savoir s'ils parviendront à surmonter leur propre fragilité et à contrôler des populations qui ne cessent d'exprimer leur désir de liberté et qui croient en la victoire de la démocratie.